Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview, où nous nous intéresserons plus précisément à l'art contemporain africain sous un prisme de collection, mais aussi, pourquoi pas, d'investissement. Autant de sujets que nous traiterons avec Christophe Persson, galeriste et expert en art contemporain africain. Ce sera donc dans l'art à la une, l'interview. Et enfin, dans la troisième partie de Smart Patrimoine, nous nous intéresserons à la déclaration de revenus pour payer ensuite ses impôts sur le revenu. L'Ordre des experts comptables a renouvelé cette année son initiative d'assistance téléphonique pour ceux qui le souhaitaient dans la déclaration, dans le remplissage de la déclaration de revenus. Laurent Benoudiz, expert comptable et ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris, sera sur notre plateau pour débriefer cette initiative dans la troisième partie de Smart Patrimoine. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous hebdomadaire dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine ? Alors Bercy et la culture ont trouvé un accord pour soutenir le secteur de l'artisanat d'art. L'enjeu est de structurer la filière pour 2025. Un grand plan sur 3 ans a été mis en place pour faire face aux nombreuses difficultés du secteur comme le recrutement ou alors certaines spécialités qui sont en voie de disparition. Tout un écosystème sur lequel reposent largement les maisons de luxe françaises. Et alors, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les détails du plan d'investissement, Sybille ? Oui, alors ce sont 340 millions d'euros qui vont être déboursés sur les 3 ans à venir autour de plusieurs axes. D'abord, la jeunesse et la formation, par exemple développer les stages, faire des ateliers découvertes, repenser aussi les contenus des formations. Ensuite, pour soutenir l'émergence d'un écosystème local, par exemple avec une allocation d'installation d'ateliers dans certains endroits ou alors pour stimuler le tourisme de savoir-faire. Encore, soutenir la recherche autour d'une idée, par exemple, de numériser le geste en voie de disparition. Et enfin, dernier axe, développer les programmes afin de valoriser ces métiers-là à l'international. D'un point de vue économique, Sybille, l'artisanat d'art, ça représente quoi concrètement ? Alors les métiers d'art, c'est 281 métiers. Selon les estimations actuelles du gouvernement, ces métiers d'art représentent plus de 60 000 entreprises, 150 000 professionnels, pour un chiffre d'affaires cumulé estimé à 19 milliards d'euros en 2019, dont 8 milliards à l'export. Et on continue avec les actualités du monde de l'art cette semaine. Le portrait d'Anatole France devrait revenir en France, Sybille. Oui, cela fait environ 100 ans que la France réclame ce tableau qui est encore présent aux États-Unis. C'est le portrait d'Anatole France, réalisé en 1921 par Kees van Dongen. C'est un portrait commandé par l'homme de lettres à l'artiste. Alors pour la petite histoire, en 1926, ce portrait est mis en vente à l'occasion du Salon du Franc qui se tient au Palais Galliera. Donc c'est comme ça qu'il rejoint les collections publiques françaises. Elle est présentée pendant 5 ans au musée des écoles étrangères contemporaines qui est aujourd'hui le Jeu de Paume. Et elle est empruntée ensuite par l'artiste Kees van Dongen dans le cadre d'une exposition personnelle. Mais l'œuvre est accidentellement vendue, donc avec de grands guillemets, à un collectionneur privé. Et puis voilà, c'est la suite par de nombreuses reventes dans les années 60. Et c'est seulement en 2021 qu'on retrouve l'œuvre en vente aux enchères à Londres. Et c'est grâce à l'intervention du CNAP, le Centre national des arts plastiques, que l'œuvre est retirée de justesse à la vente et devrait bientôt être rendue suite à un dépôt de plainte de l'État français qui rappelle que le portrait d'Anatole France est toujours à la propriété de l'État. Voilà, donc la vente accidentelle qui devrait être bientôt réparée. Et on finit avec une dernière actualité dans le monde de l'art cette semaine, un record mondial pour une œuvre d'art islamique, Sybille. Oui, c'est la légendaire épée du souverain indien Tipu Sultan qui a été vendue pour 14 millions de livres sterling,
à peu près 16 millions d'euros lors de la vente aux enchères d'art islamique et indien réalisée par Bonhams le 23 mai dernier à Londres. Tipu Sultan a dirigé le royaume de Mysore dans le sud de l'Inde à la fin du XVIIIe siècle. Il est connu pour sa résistance face à la colonisation britannique. L'épée a été retrouvée dans ses appartements privés après sa dernière bataille. Selon le Bonhams, la poignée calligraphique est un chef-d'œuvre de la fabrication indienne de la fin du XVIIIe siècle, finement incrustée d'or. Et une inscription anglaise se retrouve aussi sur la lame, expliquant comment l'épée a été retrouvée après la chute de Tipu Sultan. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Persson. Bonjour Christophe Persson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes galeriste, vous êtes également expert en art contemporain africain. Ça va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Avant d'aller plus spécifiquement sur les tendances ou la démocratisation de l'art contemporain africain, un mot peut-être sur vous, sur votre parcours. Après des premières années de vie professionnelle dans le monde financier, vous avez rejoint plusieurs maisons de vente aux enchères avant d'ouvrir votre propre galerie il y a 6 mois, fin 2022. Pourquoi être allé jusqu'à ouvrir votre propre galerie, j'imagine spécialisée en art contemporain africain, en lien avec cette appétence que vous avez pour ce type d'art? Alors, de toute façon, moi, j'étais intéressé par l'art depuis très très longtemps, même quand j'ai fait des études plutôt traditionnelles en économie et quand j'ai travaillé dans la finance également. Et donc, mon objectif, c'était vraiment de répondre à ma volonté propre et intérieure, vraiment de travailler dans cet environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai sauté le pas pour travailler d'abord en maison de vente aux enchères et aujourd'hui pour avoir ma propre galerie. Et alors, avant de rentrer vraiment dans le détail, donc on parle d'art contemporain africain. Est-ce que déjà les termes sont justes? Est-ce qu'il y a une homogénéité? Est-ce qu'on peut parler d'art contemporain africain? Alors les termes sont justes, je ne sais pas, en tout cas c'est juste de dire qu'il n'y a pas vraiment consensus, dans la mesure où aujourd'hui dans l'art contemporain africain on mélange beaucoup de choses, notamment on peut mettre de l'art moderne, puisque c'est vrai que la classification entre art moderne africain, art moderne occidental, c'est pas tout à fait sur les mêmes périodes bien entendu, et puis ensuite on peut s'intéresser notamment à l'art qui est réalisé par des artistes en Afrique et aussi beaucoup à l'art qui est réalisé par des artistes de la diaspora qui peuvent être des gens qui vivent à Paris, à Londres, à New York ou à Bruxelles. Donc c'est vrai que c'est une dénomination qui ne fait pas tout à fait consensus en effet. Oui. Et au sein de votre galerie, alors vous présentez quel type d'art spécifiquement? Alors au sein de ma galerie, moi j'aimerais présenter, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais j'aimerais présenter des artistes qui sont dans une vraie démarche de création. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de cet écosystème et de ce marché, c'est important de réussir à parvenir à identifier des artistes qui soient vraiment à la recherche d'une inspiration aussi intérieure, peut-être aussi une redécouverte de leur africanité, et qui essayent plutôt de s'éloigner en fait de la tendance actuelle aussi qui consiste à s'autocopier en fait ou à copier les autres en fonction de ce que le marché demande. Parce que la démarche de création, ça s'oppose à quoi? Ce serait juste se copier entre eux? Alors je dirais que la démarche de création, elle peut s'opposer à la démarche de production, qui est un terme un petit peu moins valorisant, je trouve, pour les artistes. Sybille posait la question effectivement de savoir si un seul terme pouvait englober effectivement plusieurs initiatives artistiques. Si on devait définir l'art contemporain africain, selon vos mots, Christophe Persson, comment est-ce qu'on le définirait aujourd'hui? Alors je pense que de le définir en tout cas selon une esthétique ou des thématiques, ça va être un petit peu compliqué dans la mesure où l'Afrique c'est 54 pays et puis l'Afrique, l'identité africaine aussi, elle est portée par toutes les diasporas qui aujourd'hui sont à travers le monde. D'accord. Donc je pense que de définir l'art contemporain africain, c'est une gageure dans laquelle je ne vais pas me lancer. D'accord. Oui. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve quand même des thématiques qui sont assez récurrentes, qui sont traitées par ces artistes, et notamment les thématiques qui sont liées aux questions environnementales, parce que quand vous vivez comme un artiste de la diaspora entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et la Belgique, finalement, les questions environnementales, vous les appréhendez complètement différemment de si vous êtes un artiste, je veux dire, parisien, par exemple. Il y a les questions de l'identité aussi, dont on parle beaucoup en ce moment, les questions de choix aussi de genre, par exemple, et puis toutes les questions qui sont liées, bien entendu, aux migrations des biens ou des personnes. Tout ça, ce sont des thèmes, en fait, que l'on retrouve souvent en art contemporain africain, et ça peut être un moyen de le distinguer d'une autre production artistique. Ce sont des thèmes qu'on va retrouver en Europe et notamment en France. Ce sont des thèmes qui seront prisés par les collectionneurs français, ou alors c'est vraiment l'art contemporain africain qui est conçu en Afrique et qu'on va retrouver ensuite le même en Europe. Est-ce qu'il y a une différence?
Alors en fait, oui, il y a quand même une différence, je pense. Il y a aussi une différence dans la façon dont les collectionneurs vont appréhender en fait cette création artistique. Je crois qu'il y a une quinzaine d'années, le marché de l'art contemporain africain était plutôt porté par des gens qui achetaient cet art parce qu'ils aimaient l'Afrique en fait. Et donc ça allait être une population avec un profil d'expats, par exemple, de gens qui travaillent dans les ONG en fait, comme on les connaît. Aujourd'hui, depuis quelques années, moi c'est ce que j'ai essayé de contribuer à faire. L'idée c'est que les gens qui achètent de l'art contemporain africain, c'est parce qu'ils aiment l'art tout court en fait. Et donc ils sont plutôt dans une phase où ils ont envie d'ouvrir un volet de leur collection qui pourrait être plutôt mainstream, si on veut, qui serait plutôt généraliste. Et donc, ils ont envie de compléter leur collection généraliste avec de l'art contemporain africain. Et donc, lorsqu'on s'adresse à ce profil de collectionneur, bien entendu, le potentiel de développement de marché est sans aucune commune mesure. Donc, il y a un petit peu les deux approches, à la fois dans la production et aussi dans l'attente des collectionneurs. Et vous êtes du coup sur le secteur depuis une bonne dizaine d'années. Quelles sont les évolutions majeures que vous avez repérées ? Alors les évolutions majeures dans l'esthétique, je pense qu'on peut mentionner notamment l'émergence aujourd'hui dans les collections de plus en plus fréquemment du thème du black portrait, en fait, le portrait noir. Et la raison pour laquelle ça suscite tellement d'engouement de la part des artistes, mais aussi de la part des acheteurs, c'est parce que jusqu'à récemment, le portrait noir, en fait, avait été plutôt représenté du temps de la période orientaliste d'une façon plutôt exotique, parce que peint par des artistes blancs, en fait, des mâles blancs, comme on dit aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, que les artistes africains se représentent eux-mêmes, bien entendu, les messages véhiculés vont être radicalement différents, puisque la peinture orientaliste avait tendance à représenter ces populations de façon exotisée, c'est-à-dire assez soit servile, soit hyper esthétisée ou sexuelle, ou en fait, en tout cas, avec une vision un petit peu d'en haut, alors que les artistes africains, en fait, racontent leurs propres histoires. Et donc, l'esthétique est très différente. Donc vous constatez une sorte de réappropriation de la manière de réaliser des portraits lorsqu'on parle de sujets, de personnages ou de personnalités africaines. Complètement, c'est une réappropriation de la part des artistes de leur propre vie qui jusqu'à présent était dépeinte par des artistes complètement autres. Donc c'est ça aussi qui a engendré le succès en fait de cette production artistique, parce que le collectionneur est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau Bien et sûr. aussi de l'altérité. Et donc cette production était totalement nouvelle quand elle est arrivée sur le marché il y a 10 ou 15 ans, et c'est ce qui a entraîné en fait beaucoup de collectionneurs à s'y intéresser. Est-ce qu'il y a des événements qui ont particulièrement porté ces évolutions ? Alors des événements autour de l'art contemporain africain, il y en a eu beaucoup et depuis longtemps, bien entendu. Alors on mentionne la plupart du temps à Paris, en tout cas, l'exposition Magicien de la Terre en 1989, qui avait été une volonté de la part des commissaires d'exposition de montrer des artistes extra-occidentaux, comme on dit, et donc qui étaient des artistes qui, pour certains d'entre eux, habitaient en Afrique. Et puis depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'événements qui sont plutôt des événements commerciaux, en fait, à destination des collectionneurs, c'est-à-dire l'émergence de beaucoup de galeries, mais aussi de foires, comme la foire 154 à Londres, qui a eu sa première édition à Londres en 2013. Par la suite, il y a eu la foire AK à Paris, et 154 a fait des pâtes également à Marrakech, à New York et à Paris aussi. Donc voilà, depuis une dizaine d'années, il y a une profusion d'événements aussi qui engendre en fait cet attrait pour cet art contemporain africain. Justement, c'était ma question, cette profusion d'événements est liée au fait qu'il y a une demande de plus en plus grande des collectionneurs pour cet art aujourd'hui, ou c'est l'inverse, c'est le fait que ces foires fassent connaître cet art qui fait que les collectionneurs commencent à s'y intéresser? Mais je crois qu'on est dans un contexte un peu de cercle vertueux en fait, et toutes ces initiatives s'alimentent les unes les autres. Donc le fait qu'il y ait des galeries en fait va entraîner la création de foires. Le fait qu'il y ait des collectionneurs va aussi encourager les musées à exposer des artistes africains dans des expositions temporaires ou permanentes, et ces mêmes expositions vont encourager les collectionneurs. Donc en fait, c'est un peu l'effet boule de neige auquel on est en train d'assister en ce moment. Et on a vu l'évolution de prix assez fulgurante de certains artistes. Je pense à Moakobo Afo, par exemple, qui font du simple au je ne sais pas combien. Comment est-ce que vous regardez ce genre de phénomène ? Alors je pense que ce sont des phénomènes qui sont un peu transitoires quand même, en tout cas s'agissant de ces résultats exceptionnels, notamment dans les ventes aux enchères. Ce sont des résultats qu'on peut expliquer en fait par l'engouement pour l'art contemporain africain, mais je crois aussi par l'engouement pour l'art contemporain tout court, et aussi par la visibilité en fait qu'a donné Internet, je dirais tout particulièrement depuis la période Covid, la visibilité qu'a donné Internet en fait à beaucoup d'artistes, et donc des artistes qui étaient peut-être par le passé marketés dans une sphère un peu confidentielle, se sont retrouvés marketés en fait auprès du grand public, et donc ont réussi à happer des collectionneurs qui ont beaucoup de moyens, et donc ça explique en fait cette envolée de certains prix. Mais pour un collectionneur, vous lui dites quoi ? Vous lui dites attention, warning, faites très attention, ou
prendre un peu de distance ou au contraire que c'est vraiment un secteur sur lequel qui va être en expansion? Alors, je pense que s'agissant de cette spécialité africaine, comme des autres, en fait, et comme dans tout investissement, il faut essayer de se renseigner auprès des professionnels pour avoir un maximum d'informations avant de se lancer dans l'inconnu. Je crois qu'un élément important à prendre en compte est de voir est-ce que l'artiste bénéficie en fait d'une structure d'accompagnement qui va contribuer à porter sa cote en fait sur le long terme aussi. Les structures d'accompagnement, évidemment, ça va être les galeries. Les structures d'accompagnement, ça va être le suivi par des commissaires d'exposition. On parle plutôt des curateurs aujourd'hui, qui sont en fait les gens qui déterminent un petit peu les orientations du marché de l'art. Et puis aussi la présence institutionnelle dans les musées, avec une considération géopolitique qui est toujours que, bien entendu, un musée américain va avoir une aura bien plus importante qu'un musée dans un plus petit pays. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui sont un peu quantitatif, mais beaucoup qualitatif, en fait, qu'il faut regarder avant de se lancer dans les achats. Dans les profils des collectionneurs, vous remarquez qu'ils sont assez différents ou c'est tous les collectionneurs collectionnent tous l'art contemporain africain? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a une marge de progression qui est immense parce qu'il y a certains collectionneurs qui se sont mis à l'art contemporain africain, mais encore peu. Donc je pense que c'est quelque chose qui va encore se développer. Je pense que c'est un art et une esthétique qui intéresse beaucoup les jeunes parce qu'une grande partie de cet art est assez narrative et donc raconte des histoires que chacun peut s'approprier, toujours comme je vous l'indiquais, sur les questions de l'identité, des migrations, du genre. Donc c'est quelque chose qui est quand même appréhensible, je pense, assez facilement. Et je constate que, en tout cas, dans les clients que moi je souhaiterais développer, on compte de nombreuses jeunes personnes, des diasporas africaines aussi, qui ont envie de se réapproprier leur histoire au travers de la production artistique qui vient d'Afrique. Et juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez des noms ou des scènes vers lesquelles on pourrait se tourner si on veut en apprendre plus? Alors, des scènes, c'est-à-dire des scènes artistiques, je veux dire. Alors, en fait, moi, je pense que s'agissant de l'art, il faut toujours essayer d'avoir quand même un peu une longueur d'avance. Aujourd'hui, le thème du black portrait, en fait, qui a été surexploité, je dirais, par les artistes depuis une dizaine d'années, peut-être qu'on arrive un petit peu au bout de ça, à moins que certains artistes arrivent à sortir quelque chose de vraiment très, très différent. Moi, je suis assez convaincu que le marché va se développer vers des artistes qui vont peut-être retourner, en fait, dans les mythes ou dans les traditions ou dans les histoires africaines, parce que là encore, ça va être une découverte pour les collectionneurs occidentaux. Et encore une fois, comme les collectionneurs occidentaux veulent de la nouveauté, je pense que les artistes auraient tout intérêt à aller vers encore plus de sincérité. Et ce sera peut-être le moyen pour eux de perdurer en fait et à avoir des propositions intéressantes. Merci beaucoup Christophe Persson de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes galeriste et expert en art contemporain africain. Merci beaucoup. Merci également Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons évoquer ensemble la déclaration de vos revenus 2022 pour payer vos impôts sur le revenu en 2023, puisque du 22 au 26 mai dernier, l'Ordre des experts comptables a mis en place une assistance téléphonique pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser lorsque l'on veut remplir sa déclaration de revenus. Pour en parler et pour débriefer, pour revenir sur cette initiative, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Laurent Benoudiz. Bonjour Laurent Benoudiz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert comptable, ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris et président de l'école Sup Expertise. Alors effectivement, cette initiative Allons Impôts, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe maintenant, donc portée par l'Ordre des experts comptables notamment. Il y a certains partenaires aussi. Ça regroupe combien d'experts comptables bénévoles qui vont ensuite répondre aux questions de ceux qui déclarent leurs impôts, ou en tout cas leurs revenus? Évidemment, pendant une semaine, il y a des rotations, mais en tout, c'est 70 consoeurs et confrères qui se mobilisent et qui viennent passer une demi-journée, une journée pour certains d'entre eux, et répondre au téléphone. On a reçu plus de 15 000 appels téléphoniques de contribuables. 15 000 appels encore en une semaine? En une semaine, oui. Donc ça fait du volume. Et puis on essaie d'apporter une réponse un peu détaillée à tous ceux qui nous appellent. 15 000 appels en une semaine, alors qu'on a le prélèvement à la source, c'est plus ou moins que ce que vous pouviez constater les années précédentes? Alors en fait, ceux qui nous appellent, ça progresse chaque année, parce que chaque année, l'opération est de plus en plus connue. D'accord. Et ceux qui nous appellent, en fait, sont rarement prélevés à la source. Parce que tous les revenus ne font pas l'objet de prélèvement à la source. Alors, si vous avez évidemment des traitements et salaires, c'est précompté, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez un petit portefeuille boursier, la banque vous envoie le relevé des capitaux mobiliers, donc ça aussi, c'est pré-rempli. C'est pas eux qui vous appellent, quoi, globalement. D'accord. Par contre, les situations familiales qui évoluent,
Vous mariez, vous divorcez, vous avez des enfants qui viennent d'avoir 18 ans ou 25 ans. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le rattache? Je ne rattache pas? Voilà, ça, c'est des questions qui se posent. Bien sûr. Et puis, lorsque vous percevez des revenus fonciers, il y a quand même quelques propriétaires en France qui sont des revenus fonciers, ou des revenus de location meublée, LMP, LMNP, dans quel cas je mets ça, c'est quoi les seuils, voilà comment ça marche. Voilà, sur toutes ces questions qui sont un petit peu plus compliquées, là on a besoin... Là il y a besoin de conseils. Oui. Mais un conseil qui, j'imagine, est donné sur un coup de téléphone entre 5 minutes et une demi-heure au maximum, et encore une demi-heure, j'imagine que vous n'avez pas le temps de faire 15 000 appels à une demi-heure. On peut donner un conseil comme ça, ou en tout cas expliquer comment prendre la décision dans sa situation propre? Alors, évidemment, il n'est pas question de remplir la déclaration d'impôt du contribuable par téléphone. On ne va pas y arriver, ça va être trop compliqué. Donc on a soit affaire à des gens qui ont l'habitude de le faire eux-mêmes et puis qui butent sur un point de détail. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je fais là, sur ce sujet-là? Et donc la réponse est plutôt rapide par rapport au contexte. Et puis ensuite, on invite évidemment les contribuables qui ont des patrimoines importants, ceux qui doivent faire une déclaration d'IFI, puisque maintenant ça se fait l'IFI en même temps que la déclaration d'impôt. Bien sûr. Là, de se rapprocher d'un professionnel, d'aller voir leur expert comptable qui va les accompagner, qui va faire la déclaration. On peut faire une déclaration en tant que tiers déclarant. D'accord, on coche une case, on dit voilà, c'est moi, expert comptable, qui remplit la déclaration d'impôt du contribuable. Ce qui fait qu'en cas de question, c'est quand même plus rassurant pour le contribuable de savoir qu'un expert comptable est intervenu directement. Et dans quel cas on fait appel à ça? Quand on est dirigeant d'entreprise et que, effectivement, c'est plus quand on est dirigeant d'entreprise? Souvent quand on est dirigeant d'entreprise. Après, moi par exemple, j'ai beaucoup de clients qui sont en fait des possesseurs de patrimoine important, et donc remplir une déclaration de revenus fonciers, une 2072, ou remplir une déclaration de loueur en meublé, ça nécessite une expertise, un savoir-faire, et souvent ils nous confient le soin de le faire. Parce que quand on a des patrimoines un peu plus élevés, on a des investissements plus diversifiés, donc avec des règles fiscales différentes, c'est ça qu'il faut comprendre? En fait, quand vous regardez une déclaration d'impôt, pour la plupart des contribuables, on remplit les 3 premières pages. Oui, et puis on ne regarde pas les numéros et on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a après. Voilà. Ouais, c'est ça. Si vous regardez toutes les annexes, les plus-values, les revenus fonciers, voilà, vous pouvez retrouver des déclarations, ça fait peur. Il y a un nombre de pages absolument incroyable, sans compter toutes les déductions, les niches fiscales. Bien sûr. Il y en a pléthore. Donc voilà, donc c'est parfois très compliqué. Et alors justement, cette année, il n'y avait pas de changement radical en matière de déclaration de revenus. Est-ce que pour autant, vous avez constaté des thématiques qui revenaient régulièrement? Alors vous nous avez parlé effectivement des revenus fonciers, mais des questions, des points de blocage réguliers sur lesquels effectivement il y a encore un peu de pédagogie à faire, peut-être pour l'année prochaine. Oui, en fait, tout changement provoque une question. Donc j'ai divorcé. Comment je traite le sujet? Est-ce que je fasse une déclaration commune jusqu'à la date du divorce ou pas? Bon, la bonne réponse, c'est que l'année du divorce, peu importe la date pendant laquelle vous avez divorcé, mais vous faites 2 déclarations séparées. D'accord. Voilà. Et en cas de mariage... Je divorce le 3 janvier, on fait 2 déclarations séparées l'année d'après. Et vous divorcez le 31 décembre, même si pendant toute l'année vous avez eu des revenus communs, il va falloir les partir. Et là, il y a des questions qui se posent. Vous aviez un appartement ensemble, vous avez encaissé ensemble des revenus fonciers, qui les prend? Comment je Bien sûr. là. Donc ça, c'est des questions qui se posent en cas de divorce. En cas de mariage, est-ce que je fais 2 déclarations, une déclaration séparée? Comment ça marche? Donc avant, on était dans un système qui était assez intéressant, puisqu'on avait la possibilité de faire 2 déclarations séparées jusqu'au jour du mariage, puis ensuite une déclaration commune. Et donc en fait, on avait 3 fois l'application du barème. D'accord. Vous savez, le barème progressif fait que, en fait, quand on déclarait 3 fois, on déclarait toujours dans les tranches. Oui, bien sûr. Oui. Donc il y avait une vraie aide, un petit cadeau de mariage qui était... qui n'existe plus aujourd'hui. Non, l'administration fiscale a supprimé le cadeau de mariage de l'État. Et donc maintenant, vous choisissez entre 2 déclarations séparées ou une déclaration commune pour l'année entière. Donc voilà, donc c'est le genre de questions qui se posent. Mais c'est amusant parce que, alors vous allez peut-être nous donner d'autres thématiques, mais sur les 2 premières que vous me citez, c'est j'ai envie de dire des moments de vie qui existent depuis une quinzaine d'années, où il n'y a pas de révolution aujourd'hui sur le sujet, non. Et pour autant, ça reste des questions complexes à aborder. Mais parce que quand ça vous arrive, c'est la première fois que ça vous arrive. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas l'expérience. Voilà, exactement. Donc quand vous appelez un expert comptable, bon, lui, chaque année, il a déclaré qu'au divorce, chaque année, il a déclaré qu'il se marie, donc il commence à connaître le système. Vous avez le même problème quand vous avez des enfants qui atteignent les 18 ans. Est-ce que je peux continuer à les rattacher? Est-ce que c'est intéressant de les rattacher? Est-ce que j'ai une part supplémentaire? Ou est-ce que c'est mieux si je leur verse une pension alimentaire, je déduis une somme chaque année de ma déclaration? Quelle est la limite? Voilà. Et quelle est la situation qui me fait gagner le plus d'impôts? Sachant que cet enfant en question peut lui aussi avoir des revenus, par exemple, un job étudiant ou autre, et là aussi c'est un calcul à prendre en compte, c'est à prendre en compte dans le calcul. Alors là, sur ce sujet-là, il y a une spécificité que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et pour le coup, quand la déclaration arrive pré-remplie, un chiffre apparaît. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant et que vous avez perçu un job d'étudiant, c'est pas imposable. Il y a un seuil, 4 500 €, 4 570 € exactement. De la même manière, quand vous êtes alternant,
Vous avez de plus en plus d'alternants. On a 800 000 alternances aujourd'hui. Lorsque vous êtes alternant et que vous percevez une rémunération, elle n'est pas imposable dans la limite de 19 000 euros par an. Donc vous voyez, c'est des montants importants. Par contre, évidemment, l'employeur, lui, quand il vous fait sa déclaration de fiche de paye, il indique bien un revenu fiscal imposable. Donc c'est à vous d'aller modifier directement dans la déclaration d'impôt. D'accord, si vous ne y pensez pas, eh bien, vous payez des impôts alors que vous n'auriez pu ne pas en payer. Bon, donc 15 000 appels sur une semaine. Quel bilan on peut tirer de cette opération, de cette initiative, Laurent Benoudiz? Alors, vous nous dites qu'il y a plus de monde année après année, mais vous mettez ça plus sur le compte du fait que le service est connu, que les impôts sont de plus en plus compliqués. Alors qu'au contraire, moi j'ai l'impression qu'année après année, c'est de plus en plus simple de remplir sa déclaration de revenus. Oui. En fait, vous avez deux cas de figure. Soit c'est simple, parce que vous avez un statut de salarié avec un patrimoine limité, et effectivement, tout arrive pré-rempli en fait. Oui. En plus avec le prélèvement à la source, on se pose plus trop de questions. Entre votre employeur et votre banque, globalement, votre déclaration elle est remplie. Voilà. Mais vous pouvez me croire, les niches fiscales, elles n'ont pas diminué. D'accord. Donc les dispositifs de défisc, il y en a plein. Comme les niveaux d'imposition sont assez élevés, les contribuables sont toujours à la recherche d'une économie. Alors ils vont aller essayer de faire du Pinel ou aller faire de la location meublée. Ils vont essayer, voilà. Et donc au bout d'un moment, on se retrouve dans des situations qui deviennent excessivement complexes. Donc en fait, on est souvent dans des cas de figure où on a soit des déclarations qui deviennent très compliquées. D'accord. Et l'administration est très vigilante. Lorsqu'on fait des déclarations d'impôt, si vous déclarez un montant qui dépasse 100 000 euros sur votre déclaration d'impôt, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur impôt.gouv.fr qui vous dit vous avez déclaré plus de 100 000 euros, l'information va être transmise au centre des impôts. D'accord. Voilà, le centre des impôts, ils reçoivent discrètement une alerte. Là, il y a un gars qui déclare plus de 100 000 euros de revenus. D'accord. Ouais. Donc, à titre individuel. Exactement. À titre individuel. Donc il y a des seuils comme ça qui déclenchent automatiquement un contrôle spécial de l'administration fiscale. D'accord. En matière d'impôt sur le revenu, en vérité, on est tous contrôlés à 100%, soit parce que c'est les fichiers informatiques qui sont croisés, et comme c'est pré-rempli, si on change un chiffre, ça sera automatiquement. Le fisc dit pourquoi t'as changé. Voilà. Et lorsque c'est du déclaratif, par exemple les revenus fonciers, là il n'y a pas de déclaration remplie, parce qu'évidemment c'est bien sûr, déclaration. Eh bien l'administration fiscale est attentive à tous ces sujets. Vous constatez, pour faire le lien avec l'émission Smart Patrimoine et les décisions de placement ou d'investissement qu'on peut voir, que le moment de la déclaration des revenus en vue de payer ses impôts sur le revenu correspond à une volonté d'aller chercher un investissement pour avoir potentiellement une niche fiscale l'année prochaine, ou il n'y a pas de lien direct? C'est un peu tard. Oui, c'est un peu tard, effectivement, mais peut-être pour l'année d'après. Exactement. Parce que quand on est au moment de la déclaration, eh bien, les revenus de l'année précédente sont figés. Les dépenses, les investissements, tout est casé. Donc en fait, le bon moment pour s'interroger sur son optimisation fiscale, c'est maintenant, avec un objectif de réalisation avant la fin de l'année, au 31 décembre. Et tout ce qui n'a pas été fait au 31 décembre, ça sera pour l'année prochaine. Il reste encore quelques jours pour ceux qui n'ont pas fait leur déclaration de revenus, notamment en ligne, pour la réaliser. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Oui, alors pas pour tout le monde, malheureusement. Oui, bien sûr. Donc les départements qui sont entre les 20 et 54, c'est demain. Alors là, il faut qu'ils se bougent. Voilà. Et pour ceux qui sont au-delà de 55, donc ça inclut évidemment toute l'Île-de-France, c'est la semaine prochaine, le 8 juin. Donc là, il reste une semaine encore pour les Parisiens. Donc dépêchez-vous, c'est ça qu'il faut. Oui, quel conseil donner rapidement? Ne pas s'y prendre au dernier moment, parce que parfois, évidemment, ça bloque un peu. Donc c'est plus simple de le faire ce week-end. Comme ça, vous avez 3 jours d'avance, c'est bien. Bien sûr, oui. Pas trop. Et puis, si jamais vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave. Vous attendez un peu, le service va réouvrir à la rentrée de septembre et vous pourrez corriger. Et puis, il y a le droit à l'erreur. Donc si on se trompe, on corrige. Pas de pénalité, pas d'amende, pas de sanction. Tout va bien. Du moment qu'on... Oui, on admet qu'on s'est trompé et qu'on revient vers l'administration fiscale avec son erreur. Merci beaucoup. Laurent Benoudiz, expert comptable, ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris et président de l'école Sup Expertise. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.